pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, c'est le 5e séminaire de notre cycle Écologie ou barbarie, monté donc par l'Institut Cité Écolo avec Erwan Lecoeur en partenariat, et qui cherche à caractériser un peu le moment dans lequel nous sommes, que nos sociétés traversent, en tout cas selon 3 points de vue, 3 prismes importants. Donc évidemment la critique du système néolibéral et la barbarie productiviste mondialisée, comme on dit, que l'on cherche à arrêter et dont on se demande si on peut y arriver. Les conséquences délétères, bien sûr, de ce système sur l'immensité des inégalités sociales et bien sûr du désastre bioclimatique qui pèse et qui exacerbe les peurs, le ressentiment et évidemment le repli sur soi. Enfin, et ça se confirme tous les jours, l'instabilité géopolitique mondiale euh, et qui favorise un peu partout le recours aux pouvoirs autocratiques et autoritaires divers et variés. Alors, au nom de la sécurité, de la souveraineté, de l'urgence techno-solutionniste, etc., tout est bon aujourd'hui pour euh, des réactions très autoritaires, et y compris en France, sur les mouvements de société. Alors, grâce à nos séminaires, en fait, ce cycle est là parce que nous souhaitons proposer un chemin dans ce contexte compliqué et démontrer que face à l'accélération de cette dégradation politique et sociale, économique, euh, et face à l'ampleur finalement de la révolution nécessaire face à cette colère, l'écologie politique a en main tous les potentiels scientifiques, politiques, systémiques et voire même utopiques pour incarner et développer en fait et faire vivre cette vision du monde, celle que l'écologie politique travaille depuis 40 ans pour porter haut et fort en fait le projet de société qui sait garantir l'intérêt général, l'habitabilité de la planète et l'égalité entre toutes et tous, humains et non humains. Alors, aujourd'hui, on revient ce matin sur les voies pour rompre l'engrenage et remplacer le productivisme par la sobriété. Et on est très, très heureux d'accueillir donc à la fois Fabrice Flippo, que je présente en 2 mots, mais qui pourra compléter s'il le souhaite, qui est donc professeur de philosophie et qui travaille sur le passage à l'écologie depuis une vingtaine d'années. Il a publié notamment Justice, Nature et Liberté en 2007 et plus récemment L'impératif de la sobriété numérique en 2020. Voilà. Il propose une approche philosophique du passage de la nature à la politique face au repli identitaire et la barbarie consumériste. Son prochain ouvrage, et je pense qu'il va nous en parler, portera sur le changement de mode de vie à partir de l'expérience socialiste yougoslave. Voilà, Samuel Sauvage est donc diplômé de Sciences Po en affaires publiques et cofondateur de Halte à l'obsolescence programmée, directeur de projet chez Auxilia aujourd'hui, entreprise sociale du groupe SOS pour ceux qui ne connaissent pas. Et il est passionné d'économie alternative, sociale et solidaire ou circulaire pour un monde plus durable et juste. Voilà. Donc, ces 2 approches complémentaires face au repli identitaire et la barbarie consumériste, l'une donc plus philosophique pour aller vers la sobriété et le changement des modes de vie, l'autre économique pour dénoncer ce qu'est l'obsolescence programmée dont Samuel va nous parler. Et les 2 ensemble, et merci à Samuel et merci à Fabrice, pour construire un modèle de société en... Oui, je reçois des messages là. En invitant... Pardon, j'ai perdu le fil. Donc, véritablement démocratique pour éviter, bien sûr,
le risque d'une écologie autoritaire qui peut évidemment poindre dans la façon de voir le changement des modes de vie. Donc, nous proposons ce défi de la pensée, de la vision, mais aussi de l'action. Et nous sommes très contents de confronter à la fois les pensées et les modes d'action sur le terrain. C'est l'enjeu de la rencontre ce matin entre Fabrice et Samuel. Donc, je vais passer la parole à Fabrice si tout va bien. OK, sur la gestion. Voilà, vas-y. Merci beaucoup. Oui, réactiver le son, oui, en effet. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, vous voyez quelques éléments de mes, disons, diverses appartenances. Je suis professeur de philosophie à l'Institut Mines Télécom et chercheur au laboratoire de changement social et politique à l'Université de Paris, qui est d'ailleurs devenue l'Université de Paris-Cité. Et donc, j'ai mis une petite citation en introduction. Et je vais essayer de vous parler des enjeux politiques des modes de vie. Et pour vous montrer que tout ça remonte quand même assez loin et plus loin que ce qu'on pense, voilà ce que disait Engels en 1878. Il disait, les hommes, enfin maîtres de leur propre mode de vie en société, deviennent aussi par là même maîtres de la nature, maîtres d'eux-mêmes, libres. En fait, ce qu'il disait juste avant sur mon prochain bouquin, effectivement, j'ai creusé un peu les textes du marxisme-léninisme classique et en fait, donc le site marxiste.org tout simplement, hein. Et en fait, on s'aperçoit que les modes de vie sont assez centraux dans la pensée socialiste et communiste, ce qui n'est pas intuitif, puisque mode de vie, souvent, ça passe pour être, disons, l'enjeu des petits gestes ou de quelque chose qu'on ne voit pas très bien, enfin, un enjeu qui est pas central, quoi, hein, qui est souvent moqué par les courants socialistes. Donc, l'objet du bouquin, ça va être de montrer que, ben non, en fait, c'est bien le bon sujet. Et donc, ça suppose quand même de le définir pour ne pas que ce soit pas confondu avec les approches marketing ou des choses comme ça. Donc, c'est ce que je vais un petit peu faire aujourd'hui, sachant que tout ce que je vais dire puise quand même dans un certain nombre de bouquins antérieurs. Et donc, bah, c'est assez succinct par rapport à ce que vous pourrez trouver dans les bouquins. Alors, ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas. Pourquoi ça n'avance pas? Ah si, ça y est. C'est juste un peu lent. Donc voilà quelques-uns des livres antérieurs sur les idéologies politiques. Il y a les deux bouquins du centre, Les grandes idées politiques et l'écologie autoritaire de 2018, dans lequel je m'intéresse à ce que je vais faire un tout petit peu aujourd'hui, mais de manière très très succincte, au rapport entre écologisme, libéralisme, socialisme et conservatisme, l'extrême conservatisme étant le fascisme. Donc, je vais reprendre quelques éléments, sachant que ce bouquin, bon, n'a pas été très diffusé en fin de compte, et je suis en train d'en faire une version actualisée qui sortira l'année prochaine, en 2025, en français, mais aussi en anglais, c'est un éditeur américain, puisque ce bouquin a pas mal intéressé en fait certains politistes, notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier point, c'est sur les grandes idéologies politiques, qui est un peu mon fonds de commerce, ou en tout cas le centre de mon travail depuis une quinzaine d'années. Après, il y a d'autres éléments qui sont dans cette présentation. Certains d'entre eux sont dans l'impératif de la sobriété numérique, en effet, où je parle des modes de vie. Est-ce que vous entendez là, il y a du son ou c'est moi qui n'ai pas? J'entends pas, moi. Non, on n'entend plus, non. Ah mince. Ça a coupé apparemment. Oui, Fabrice? Fabrice a coupé son micro, il va sans doute le réactiver.
Fabrice, tu nous entends là? Mince, attends, je lui envoie un SMS, il a dû faire une fausse. Ah non, J'ai l'impression que Fabrice a un problème de télécom. oui. Attends, il dit, je peux pas me reconnecter. Mais il n'est pas déconnecté. Alors, il faut que ce soit lui qui quitte et qui se remette. T'entends. Ah, ça a sauté, j'ai touché à rien et j'ai pas de problème d'internet, donc je sais pas d'où ça vient, hein. Bon, ça peut arriver. Alors, Désolée. je C'est bon? Tu recommence. reprends? Oui, oui. Là, c'est bon? Oui, Ok. parfait, parfait. Voilà, donc si on définit un peu les modes de vie, donc les modes de vie, c'est les pratiques répétitives et largement répandues. Et pour bien voir de quoi ça se distingue, les modes de vie, ce n'est pas les styles de vie. Les styles de vie, c'est les variations individuelles à l'intérieur des pratiques répétitives et largement répandues. Je vais prendre des exemples, hein, pour qu'on comprenne bien. Ça se distingue aussi des genres de vie. Les genres de vie, c'est les minorités actives qui sont organisées et qui cherchent à changer les modes de vie. Donc, ça peut être les entreprises, les associations, les syndicats, le gouvernement, etc. Et tout ça, c'est pris dans le système. Alors, je donne un exemple pour qu'on comprenne bien. Les modes de vie, par exemple, c'est quand on va dans le métro à Paris, on regarde de 6 heures à 7 heures, qui est-ce qui sort, qui est-ce qui rentre. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit des flux. On voit des flux qui sont à peu près les mêmes du lundi au vendredi. Ces flux ne sont plus les mêmes le samedi et le dimanche. On voit que le type de personne qui prend le métro de 6 heures à 7 heures à Paris, bah, ce n'est pas le même que le type de personne qui prend le métro de 7 heures à 8 heures, qui n'est pas tout à fait le même que de 8 heures à 9 heures. Et on peut faire des statistiques. Donc, vous voyez que c'est totalement, disons, indépendant des choix des personnes individuelles, parce qu'en fait, on s'en fiche des choix des personnes individuelles dans cette approche-là. Ce qui compte, c'est les masses. Et donc, les modes de vie, ce n'est pas un choix individuel. C'est un ensemble de choix dont on va voir comment c'est fait, mais ça ne relève pas du choix individuel. Le choix individuel, là-dedans, bah, c'est le style de vie, en fait, hein. C'est-à-dire, je peux préférer me mettre au début du métro, à la fin du métro, mais il n'empêche que cette masse, elle ne va pas changer beaucoup. Simplement, il va y avoir des petites variations. Donc, les modes de vie, ça détermine autant les comportements, enfin disons que c'est des attentes de comportement de la part du système, tout autant que des dispositifs sociotechniques. Parce que si on peut dimensionner les métros, si on peut calculer le nombre de rames, etc., bah, c'est parce qu'il y a des pratiques répétitives et largement répandues et vice-versa. C'est-à-dire que les pratiques répétitives et largement répandues attendent que le métro passe tous les 3 minutes, 5 minutes, bah, sinon elle serait différente parce que ça ne passerait pas, etc. Donc vous voyez, c'est ça les modes de vie, hein. C'est donc quelque chose qui relève du socio-technique et et qui est de l'ordre de la statistique et qui se situe à un niveau plutôt mésosociologique. Donc, il peut y avoir différents niveaux d'échelle, hein, ces pratiques répétitives et largement répandues. Si on dit WhatsApp, par exemple, on regarde, vous avez cité WhatsApp au début en présentation, tout le monde utilise à peu près le même WhatsApp. Donc, WhatsApp, c'est un logiciel qui est fait en milliards d'exemplaires et tout le monde tape à peu près de la même manière sur le WhatsApp. Ce qui diffère, c'est les communautés, même si elles sont organisées de la même manière, c'est-à-dire que avec enfin moi je me sers pas tellement de WhatsApp, donc je dis peut-être des bêtises, mais on fait des groupes. Quand on envoie un message, on envoie à tout le groupe. Donc les fonctionnalités que WhatsApp fait, c'est-à-dire la maison mère Meta, elles ne sont absolument pas faites pour une personne en particulier. Elles sont faites pour des milliards d'utilisateurs. D'accord? Donc, les dimensionnements sociotechniques tiennent compte de tout ça et réciproquement parce que les pratiques des individus, évidemment, vont s'accommoder aux logiciels qui sont fabriqués en milliards d'exemplaires et vice-versa. Donc, c'est ça les modes de vie. Donc, vous voyez que ça structure notre quotidien. À l'intérieur des modes de vie, ensuite, on peut faire des choix. Ça, c'est les styles de vie. Donc, tous les choix d'un individu, la totalité des choix d'un individu, ça forme un tout. Ce tout, c'est le style de vie. C'est la participation de l'individu en question au mode de vie. D'accord? Après, il y a les genres de vie. Alors, les genres de vie, c'est les minorités actives qui sont organisées de manière à changer les modes de vie. Alors, chacun voit que les modes de vie changent. WhatsApp n'existait pas il y a 20 ans. Maintenant, beaucoup de gens, des milliards de gens, utilisent WhatsApp.
Est-ce que quelqu'un se souvient de s'être dit, tiens, ça serait bien, j'ai besoin de WhatsApp, il faut que Meta l'invente, ça serait vachement utile. Ben non, personne en fait, hein. Donc, c'est cette évolution des modes de vie est faite sous, donc ça c'est ce que je détaille dans le bouquin L'impératif de la sobriété numérique, est faite sous l'impulsion, ben là en l'occurrence d'une entreprise qui est WhatsApp, donc il faut faire toute l'histoire, hein, c'est-à-dire que Mark Zuckerberg fait une petite appli pour ses copains dans son école pour pouvoir se parler. Cette appli, finalement, intéresse au-delà. Il se professionnalise. Il faut mettre les serveurs informatiques derrière pour que ça supporte la quantité d'usagers. Il faut trouver de l'argent, etc., etc. Donc, il faut faire toute l'histoire de WhatsApp pour voir comment, en fait, la minorité active qui était au début Mark Zuckerberg devient, avec ses copains, devient une minorité active de plus en plus grande, arrive à enrôler tout un tas de personnes et finalement, c'est des milliards de personnes qui sont sur WhatsApp. On pourrait faire la même histoire avec les associations, comment Hop s'est créé pour faire halte à l'obsolescence programmée, les succès, les échecs, qu'est-ce que c'est que l'obsolescence programmée, combien il y a de personnes derrière, etc. Les amis de la Terre, les écologistes, les partis politiques, s'ils enrôlent, ils n'enrôlent pas. Leur but à tous, c'est de changer les modes de vie d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement fait partie aussi des minorités actives organisées parce que le gouvernement, c'est un petit nombre de personnes qui cherchent à changer les modes de vie. Donc, par exemple, changer les modes de vie des retraités en prenant un peu de sous chez les retraités pour boucher le déficit public, puisque c'est le sujet en ce moment. En tout cas, c'est de ce dont parlent un peu les médias. Donc, vous voyez, là aussi, ça change les modes de vie, puisque si les retraités ont moins d'argent, bah forcément, ils vont moins dépenser. S'ils dépensent moins, bah peut-être qu'ils vont moins se chauffer, peut-être qu'ils vont moins voyager, peut-être qu'ils vont moins ceci, moins cela. Donc, ça va avoir des impacts divers sur les modes de vie des retraités, mais aussi indirectement sur tout un tas d'autres modes de vie. Donc, les modes de vie sont très interdépendants les uns des autres aussi, hein. Avec les modes de vie des pauvres, évidemment, sont dépendants des modes de vie des riches, puisque les riches arrivent à récupérer l'argent et les pauvres n'y arrivent pas. Les syndicats essayent de faire en sorte que les pauvres soient moins pauvres, tandis que les syndicats d'entreprise ou les syndicats de patrons essayent au contraire de faire que les riches soient plus riches, bon, etc., etc. Donc tout ça, c'est les genres de vie, en fait, hein. Et mode de vie, style de vie, genre de vie sont tous dans le système. Alors, le système, c'est le concept le plus lointain. Donc, comme c'est le plus lointain, c'est le plus difficile à comprendre, c'est le plus difficile à saisir. Et chaque minorité active a tendance à voir le système à partir de sa propre lutte. Donc, les écolos parlent de productivisme, les syndicats de capitalisme, les féministes de patriarcat, etc., etc. Mais la synthèse n'est pas évidente, hein. Alors ça, je renvoie à mon bouquin sur Politique et vérité qui s'inspire de Whitehead. Plus l'entité est grande, moins la synthèse est facile. Donc, plus les divergences sont importantes quant à la nomination. Mais voilà, il n'empêche que tout le monde parle du système, de la remise en cause du système. Donc, il y a bien un sens à parler de système. C'est ce dans quoi se trouvent les modes de vie, les styles de vie, les genres de vie qui cherchent tous à contrôler l'historicité, à contrôler l'histoire, donc à faire que les hommes fassent l'histoire qu'ils font, pour reprendre le vocabulaire de Marx. À partir de là, il faut remarquer que le changement de mode de vie, finalement, c'est un peu de l'innovation et qu'il y a quelques règles à l'innovation, en fait, hein. Regardez, moi j'aime bien prendre l'exemple du transport parce que le transport, c'est visuel. C'est plus visuel que le numérique. Donc, regardez à droite, vous avez un système socio-technique avec des modes de vie automobilisés au milieu, puis en bas, un système socio-technique avec des modes de vie cyclabilisés, on peut dire, hein. Donc, on voit tout de suite que passer de l'un à l'autre est quand même pas évident. C'est-à-dire que comment transformer la ville, ça doit être la ville de Strasbourg en bas, hein, mais comment transformer la ville de Strasbourg en ville pour les voitures? Ben, ça, c'est ce qui a été fait dans les villes de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70, en gros, hein. C'est automobiliser les villes qui étaient faites pour les voitures à cheval et plutôt pour les piétons. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est avec un grand nombre d'acteurs. Voilà, bah, même chose, l'enjeu est à peu près le même pour, enfin, disons la même ordre de grandeur pour changer un mode de vie automobilisé comme on voit au-dessus, pour aller vers un mode de vie cyclabilisé. C'est ça les modes de vie, hein, je redis encore. Donc, ça veut dire que l'investissement, il est long, il est pas facile à voir.
on n'est pas du tout dans une problématique de marché au sens où il y aura une offre bien identifiable d'un côté, puis il y aura une demande bien identifiable de l'autre. Ça n'a pas de sens de voir l'économie de cette manière-là, suivant l'angle que je propose. On voit aussi, et ça va m'amener aux idéologies politiques, on ne peut pas simplement dire, bon, ben, on va planifier la transformation des modes de vie automobilisés en mode de vie cyclabilisé. Hein. C'est pas Yaka Faucon, la planification, et puis ben non, ça marche pas non plus. Euh, on voit bien aussi que les engagements vont être différenciés, c'est-à-dire qu'il va y avoir les héros du vélo qui vont essayer de faire du vélo en dépit d'une infrastructure faite pour les automobiles, et inversement, les héros de la voiture, fin 19e siècle, début 20e, qui essaient de faire de la voiture au milieu des chevaux, au milieu des... Voilà, donc toutes ces minorités actives, elles ont aussi leurs héros qui essayent d'ouvrir une, euh, une alternative, qui essaye de changer l'historicité, qui essaye de trouver des alliés, des ressources pour faire gagner en fait, ce qui est leur réseau. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les minorités actives, en fait, elles construisent des réseaux toutes. Et ces réseaux ont des effets de réseau. Un effet de réseau, c'est quoi? C'est que plus il y a de voitures, plus il est facile d'en avoir, plus il y a de vélos, plus il est facile d'en avoir. Et donc, il y a un effet de seuil, en fait, à l'introduction des voitures ou des vélos. Et ça, pour ceux qui habitent à Paris, on a bien pu le voir avec les Vélib, puisque moi, je fais du vélo depuis 25 ans à peu près à Paris, depuis que je suis arrivé à Montreuil à la fin des années 90. L'arrivée des Vélib a créé une masse critique, en fait, qui a facilité la vie de tous les usagers du vélo, et notamment parce que ces nouveaux cyclistes ne savaient pas trop conduire, et donc ils ont fait un peu peur, en quelque sorte, aux automobilistes. Ils ont fait masse, ce qui a permis de tranquilliser des cyclistes, en tout cas qui étaient peut-être moins courageux et qui du coup se sont dit oui, on peut y aller. Le Vélib a levé un certain nombre de difficultés aussi, comme le fait de ne pas savoir où garer son vélo, ne pas savoir comment réparer son vélo, ne pas pouvoir acheter un vélo. Enfin voilà, d'un point de vue réseau, c'est assez astucieux. Et en fait, c'est assez bien théorisé chez un géographe qui s'appelle Gabriel Dupuy, qui a écrit La dépendance automobile en 94. Et en fait, le Vélib, c'est un peu l'application de Gabriel Dupuy. Je ne sais pas si c'est fait exprès par les gens qui ont poussé cette idée-là, mais en tout cas, ça correspond parfaitement bien. Donc, réseau contre réseau. Réseau contre réseau, ça veut dire aussi que plus il y a de cyclistes, plus il y a de magasins pour réparer les vélos, bon, et ainsi de suite, et pareil pour les voitures. Donc, l'objectif, alors pareil, vous voyez, pour les GAFAM, c'est un peu la même logique aussi. Il s'agit de capturer de la part de chacune des minorités actives, il s'agit de capturer des usages et des usagers, sachant que c'est indissociable, les usages et les usagers. Hein. Donc, capturer, par exemple, des nouveaux Windows de la part de Microsoft, c'est implanter Windows sur les PC de manière pseudo-gratuite euh, pour que les gens prennent l'habitude d'utiliser Windows, et après, bah, ils sont capturés parce que c'est compliqué d'utiliser Linux, par exemple. Ah, tout est différent. Ah bah oui, c'est tellement plus simple d'utiliser Windows. Et puis rebelote, quand il y a la Covid, Microsoft, bien malin, dit ah bah tiens, j'offre Teams. Ah bah oui, j'offre Teams, comme ça tout le monde prend l'habitude d'utiliser Teams, et après, ah bah oui, c'est compliqué d'utiliser autre chose. Bon, pareil pour Zoom, et voilà. Et donc ça, c'est de la capture d'usagers. Et plus la minorité active a des usagers derrière elle, plus son réseau est vaste, évidemment, plus il est très difficile de le combattre, hein, puisque ce réseau se constitue en quelque sorte, comme disait Ivan Illich, en monopole radical. Il devient incontournable. Il devient très difficile, en tout cas, à contourner. Plus il est grand, plus il est difficile à contourner, en fait. Hein. Donc, il n'est pas impossible à contourner, puisqu'en fait, aucun réseau n'a duré éternellement, mais quand même, il devient de plus en plus difficile. Il prend une masse, en quelque sorte, une inertie de la part de sociotechniques, hein, c'est-à-dire de la part des usagers tout autant que de la part des techniques, de la finance, du capital engagé, etc., qui fait qu'il est difficile à renverser. Alors, ce que je veux dire par là, hein, c'est que quand on analyse tout ça en termes d'offres et demandes, évidemment, on ne voit rien. Quand on regarde ça simplement en termes de politique publique, de planification, c'est un peu compliqué aussi. Alors que là, on voit les acteurs, et on voit aussi bah, le rôle de l'État, qui est le rôle des entreprises. Donc, on a quand même marché-État, mais sous un angle différent. Alors, les enjeux clés là-dedans, c'est les architectures de choix. Les architectures de choix, c'est les lieux où les individus ont
réellement le choix, pas théoriquement, hein. C'est-à-dire que si je veux isoler ma maison, par exemple, et si j'achète une passoire thermique, et ben, je me retrouve avec une difficulté pour isoler la maison parce que c'est très, très compliqué à faire une fois que j'ai acheté la passoire thermique. Donc l'architecture de choix, elle était plutôt assez ouverte au moment de l'achat de la maison. Il fallait y réfléchir à ce moment-là. Elle se referme très fortement une fois qu'on a acheté la passoire thermique dont personne ne veut et qui coûte une blinde à isoler. Donc, il y a des moments où les choix sont possibles et des moments où les choix sont très difficiles. Et le marketing, une grande partie de son activité, c'est en fait identifier les architectures de choix pour proposer le bien ou le service qui va bien à l'usager avec une vision aussi locale que possible, hein. Acheter cette super voiture, elle va vous faire des amis. Vous, comme dans l'exemple que je donnais, vous voyez, Orange, hein, n'attendez plus pour changer de mobile. Bon, ça, c'est un peu vieux, mais quand même, paiement en 24 fois à partir de 2 € par mois. Vous voyez, tout est fait pour abaisser la difficulté du choix. Donc là, le choix, il est tellement facile, j'ai juste à cliquer, je clique et hop, Orange a capturé un usager. Donc, ils engrangent, ils sont contents. Moi, je suis prisonnier du coup d'Orange et c'est très difficile d'en sortir pour ceux qui essaient de changer d'opérateur. Enfin, heureusement qu'il y a de la régulation publique pour faciliter le changement. Sinon, les entreprises, bah, elles ont tout intérêt à faire en sorte qu'on ne sorte pas. Le deuxième point, c'est la synthèse sociale. J'ai commencé à l'évoquer. C'est-à-dire comment est-ce que l'usager, la personne, l'individu, quand elle fait un choix, quand il y a une possibilité de faire un choix, ou quand elle essaye de savoir dans quel réseau elle est, parce que ce n'est pas évident de savoir dans quel réseau on est, très difficile de savoir en fait euh, quel est le monde en quelque sorte qui va avec le choix que j'ai fait. La passoire thermique, bah, c'est un monde pollué, cher et ainsi de suite. Donc, comment arriver à voir ça? C'est difficile parce que les minorités actives ont un intérêt à ne pas tout dire, hein. Elles mentent en général par omission. C'est-à-dire qu'Orange va dire que c'est super d'avoir un téléphone 5G. Évidemment, Orange ne va pas dire achetez un téléphone 5G ou n'achetez pas un téléphone 5G parce que ça pollue la planète. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire. Ils vont dire un téléphone 5G, c'est super parce qu'on peut filmer mémé qui se trouve hyper loin et donc, comme j'ai une vidéo de très grande qualité en 4K et en 8K, je peux voir mémé avec une définition incroyable. Bon, donc, où est la synthèse sociale? C'est-à-dire, comment est-ce que je refais les liens entre tous les petits morceaux de réalité que me transmettent les différentes minorités actives, gouvernement incluses? La synthèse sociale n'est pas facile à faire et donc chaque minorité essaye d'apporter des éléments à monsieur et madame tout le monde pour que la synthèse soit un petit peu différente. À côté de ça, donc ça c'est le deuxième point qui est important. Troisième point qui est important, c'est l'intelligence collective versus l'ingénierie sociale. D'ailleurs, j'aurais dû mettre les deux sur la même ligne. D'un côté, il y a une manière de rendre les architectures de choix capacitantes, c'est-à-dire qu'on met la personne en situation de faire des choix qui sont politiques, on va dire. Et il y a une autre manière de construire les architectures de choix, au contraire en dépolitisant, en faisant de l'ingénierie sociale et au contraire en insérant les gens enfin, en manipulant les gens d'une certaine manière, c'est ça l'ingénierie sociale, de telle manière à ce qu'ils fassent ce qu'on attend qu'ils fassent. Et alors, bah, le marketing, c'est de l'ingénierie sociale, bien entendu, mais je prends un exemple là, dans la ville de Lyon, sur les modes de vie. Le fait, ils se sont beaucoup basés sur des travaux de sociologie qu'ils essayent de transposer dans leur ville de Lyon. Ben, ça, c'est de l'ingénierie sociale. Ça ne fait pas appel à l'intelligence collective. Vous voyez, donc c'est pas parce que le marketing le fait que d'autres acteurs n'ont pas tendance à le faire. Et là, c'est les écologistes de la ville de Lyon qui sont plutôt du côté de l'ingénierie sociale. Donc moi, je doute très fortement que tout ça fonctionne, puisque en fait, l'ingénierie sociale, c'est quand même une modalité de l'action qui est assez difficile. C'est pour ça que les entreprises ont souvent du mal à innover réellement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles doivent mettre beaucoup d'argent dans le marketing, dans la publicité, bah oui, parce qu'elles ne font pas appel à l'intelligence collective. Alors, un exemple de mesure hein, qui permettrait, pour bien comprendre, avant que j'en vienne aux idéologies politiques, un exemple de mesure que je propose qui permettrait de rendre les gens, enfin que ce soit capacitant, c'est obliger toutes les entreprises et les États, quand ils font des lois, à chiffrer la trajectoire qu'ils cherchent à produire par effet de réseau quand ils lancent un produit ou une loi.
Exemple, si monsieur, madame Samsung commercialise un téléphone 5G, eh ben, on fait, comme le fait le Shift Project, un chiffrage sur leur business model, parce qu'évidemment, s'ils lancent un téléphone, c'est qu'ils ont une idée de comment les gens vont l'utiliser, combien de personnes vont l'utiliser. Sinon, ils n'auraient aucune idée de combien en produire. Vous voyez, donc ils ont un business plan. Le business plan, il faut chiffrer combien ça fait de gaz à effet de serre, quelles implications sur la société, le rendre public sans révéler, disons, on peut cacher une partie des éléments sensibles en fait de l'entreprise, notamment comment est fait le téléphone ou des choses comme ça, c'est pas gênant. Ça revient juste à faire ce que fait le Shift Project ou une étude d'impact, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Et ça, on le rend public avant la mise sur le marché. Donc, ça revient un peu à une étude d'impact. Donc, bon, il n'y a rien de très révolutionnaire dans ce que je propose, hein. Je ne sais plus avec quel député européen j'avais discuté, il me disait que c'est tout à fait possible là, juridiquement. Donc, ça permettrait de discuter, de mettre le produit, disons, le monde qui va avec le téléphone de Samsung en débat avant qu'il soit là. Parce que vous voyez bien que ce qui se passe généralement, c'est que tout le monde a acheté un téléphone et une fois qu'on est dépendant du téléphone, on se dit ah bah zut, ça pollue. Ah bah oui, bah, sauf que c'était très facile à anticiper. Donc moi, ce que je propose, c'est une espèce de prospective participative, si vous voulez, pour mettre donc c'est pas de la planification, c'est pas du marché non plus, c'est quelque chose entre les deux qui va dans le sens d'une maîtrise des modes de vie par les individus qui les font. Donc évidemment, je pourrais détailler, mais comme on a peu de temps, je ne détaille pas trop. Alors, les idéologies politiques là-dedans, ben, on peut remarquer que le socialisme historique, le socialisme réel de l'ex-bloc de l'Est, eh ben, dans cette modalité de gouvernance des modes de vie, dans cette modalité, l'État a eu tendance à monopoliser les genres de vie, c'est-à-dire que c'est lui qui faisait changer les modes de vie et lui uniquement. Dès que vous vouliez changer les modes de vie et que vous n'étiez pas l'État, vous étiez traité de contre-révolutionnaire et envoyé au goulag. Bon, je simplifie un peu, mais c'est quand même un petit peu ça. Donc l'État a eu tendance à monopoliser les genres de vie au motif que l'État étaient les représentatifs des individus. Vous voyez que ça marche pas parce que si l'État monopolise les genres de vie, ben, il n'y a plus d'intelligence collective, c'est de l'ingénierie sociale à grande échelle. Et en fait, il est impossible que l'État représente les individus parce que il faut que les individus gardent leur marge d'action, tout simplement. L'État confisque les marges d'action. Donc, il peut bien dire que sa manière d'agir est représentative des individus. Peut-être, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il monopolise l'action. L'action, elle doit rester décentralisée, au moins en partie. Et donc, il y a tout un enjeu de savoir qu'est-ce qui revient à l'État, qu'est-ce qui revient à la collectivité territoriale, qu'est-ce qui revient aux minorités actives, quelles minorités actives il faut favoriser. Est-ce que c'est Microsoft ou est-ce que c'est Pharmasoft, par exemple? Et c'est là que ça se joue. Deuxièmement, libéralisme. Dans le libéralisme, l'État et les entreprises monopolisent les genres de vie. C'est-à-dire que les individus n'ont quasiment aucun pouvoir, les associations ont un petit pouvoir, mais petit. Disons, elles ont le pouvoir de l'éthique, hein, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire d'aménager les modes de vie poussés par les entreprises et l'État, l'aménager à la marge. On va faire de l'éthique de l'IA, de l'intelligence artificielle, l'éthique de ceci, l'éthique de cela, mais ça reste une petite éthique, une éthique qui aménage l'évolution technologique, mais sans la remettre en cause, hein. Donc, les genres de vie restent dans les mains de l'État et des entreprises, en général des grandes entreprises, les entreprises les plus capitalistiques, parce que dans les entreprises, il faudrait différencier aussi, des entreprises qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire non plus, etc., etc. Voilà, dans le libéralisme, hein. Alors tout ça est un peu amendé évidemment par le rôle des syndicats, des écologistes, des féministes, mais en gros. Ensuite, le conservatisme, la troisième idéologie politique, elle a une autre vision. Elle est généralement critique de la modernité, elle est critique de l'État, elle est critique des entreprises et du libéralisme, elle est ultra, ultra, ultra critique du socialisme parce que pour elle, l'émancipation, c'est pas possible. Et elle va avoir tendance à se reposer sur ce qu'elle appelle les institutions ou les préjugés ou les autorités naturelles, les élites naturelles, un ensemble d'éléments qui échappent en grande partie à la conceptualisation et chacun va être invité à
s'appuyer sur des cadres dont il est invité à ne pas sortir, hein. Typiquement, le travail, donc chacun son rôle, chacun sa fonction, sous le commandement, sous l'autorité plutôt, puisque c'est une valeur importante dans cette idéologie-là, l'autorité du chef, lequel est sous l'autorité du chef au-dessus de lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La famille, la patrie, et j'ai oublié de mettre évidemment la religion. Donc, des courants très représentatifs du conservatisme. On peut avoir un conservatisme, disons, modéré, libéral. Exemple, François Fillon qui se revendiquait du conservatisme. Donc, élite naturelle, hein. Donc, Fillon, il comprend toujours pas pourquoi on a pu lui faire un procès. C'est-à-dire un procès à moi qui fais partie de l'élite. Enfin, c'est juste inimaginable, quoi. Le droit, il s'incline devant moi. C'est moi qui fais le droit, c'est pas le droit qui s'impose à moi. Donc, l'élite gouverne, point final, c'est tout. Le droit est comment euh, subordonné à ce que disent les élites, hein. La famille patriarcale, ça va presque sans dire. La patrie, bah, ça va un peu presque sans dire aussi, sachant que la patrie, quand on va vers le conservatisme extrême, la patrie, c'est pas la France, la patrie, c'est l'Europe. C'est les Blancs contre les Arabes, les Noirs et les Arabes, pour faire, disons, un peu simple. Il y a un petit débat sur la place de la religion aussi, puisqu'il y a des courants anti-chrétiens du côté de l'extrême droite, au motif que Jésus était un arabe, un juif, donc, enfin peu importe, mais en tout cas pas un européen. Et donc le christianisme est une religion importée. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, de tout ça. Mais on retrouve bien travail, famille, patrie de Vichy avec il n'y a pas un rejet pour autant des forces technologiques et, disons, productivistes. Pourquoi? Bah, parce que le productivisme, c'est la puissance et que le ressort clé du conservatisme, c'est la conservation de l'unité politique. C'est Carl Schmitt, la conservation de l'unité politique en tant qu'elle est menacée de l'intérieur par les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur par les ennemis de l'extérieur. Donc, un conservateur de ce type-là, ben, Poutine, évidemment, Donald Trump, évidemment, Bolsonaro, évidemment, Zemmour, encore plus évidemment, enfin encore tout à fait évidemment, je veux dire. Donc, ils ne peuvent pas être écolos, tous ces gens-là, c'est juste pas possible, parce que le productivisme, c'est les outils de la puissance. Or, une unité politique, elle n'existe que si elle résiste aux autres, si elle expulse ce qui est étranger en elle-même pour avoir une certaine homogénéité, donc dehors les Noirs et les Arabes, et tout ce qui n'est pas enfin, homogénéisation, donc ça veut dire assimilation et certainement pas autre chose. Et les moyens de la puissance, il faut se rappeler que le PIB, c'est d'abord un indicateur qui a été mis en avant pour compter la puissance militaire, en fait, d'une unité politique. Donc tout ça est très cohérent. Ah zut. Alors, si on regarde les modes de vie, je n'ai pas fait plus de diapos, mais je pense qu'on commence déjà à comprendre. Euh, le socialisme, disons, aller vers... Comment situer l'écologisme là-dedans? Bah, l'écologisme, évidemment, n'est pas conservateur, ne peut pas l'être. En tout cas, s'il croit qu'il va être ami du conservateur au motif qu'il y aurait quelques similarités lointaines, hein, du genre les conservateurs n'aiment pas non plus la modernité, n'aiment pas la technologie du moins en apparence, c'est totalement un faux ami. Donc le conservateur sera toujours du côté des politiques de puissance et comme on peut constater soi-même, contrairement à ce que disent les mauvais livres, l'extrême droite n'est pas du tout une amie de l'écologie politique. Deuxième élément, l'écologie en rapport avec le libéralisme. Le libéralisme, l'écologisme peut être un petit peu du côté du libéralisme quand les entreprises en question ne sont pas les entreprises, les grandes entreprises, mais plutôt des petites entreprises qui vont porter des réseaux qui s'opposent au réseau des grandes entreprises et encore plus quand ces entreprises sont des entreprises sociales et solidaires, c'est-à-dire qui s'apparentent du coup plutôt au socialisme. Et dans le socialisme, on trouve des courants qui sont critiques de la modernité, critiques de la technologie, et qui poussent eux aussi, hein, je pense à l'utopie de William Morris, par exemple, au tournant du 19e et du 20e siècle, dans les Nouvelles de nulle part, quand il dresse le portrait d'une Londres, disons, peuplée d'un artisanat
avec que des produits durables. Alors là, il n'y a plus d'obsolescence programmée, hein. Les produits sont tous super durables, il n'y a plus de mode d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est typiquement l'utopie écolo, ou en tout cas des valeurs écolo qui sont portées par une utopie socialiste, et laquelle utopie socialiste ne se réclame pas du tout de l'écologie. Enfin, c'est pas un mot qui existait de toute façon à l'époque, hein. Enfin, il existait, mais en écologie scientifique et pas en écologie politique. Donc, il y a des courants socialistes, et c'est ce dont je vais parler dans le bouquin qui sortira en septembre, qui s'appelle Changer les modes de vie, une dialectique matérialiste au-delà du plan et du marché. Donc ça, c'est le titre complet. Donc, ces courants socialistes dont parle aussi Michael Lowy dans son bouquin de 2022 là, sur le romantisme, les romantismes progressistes ou les romantismes conservateurs. Donc, les romantismes progressistes, c'est par exemple William Morris, c'est par exemple l'écologie politique en large part, mais avec deux courants, hein, et je m'arrête là dans l'écologie politique. Un courant plus, disons, socialiste, ouvertement socialiste, plutôt gauche du PS, hein, qui aurait correspondu au PSU dans les années 70, ou en tout cas une branche du PSU, et puis un courant plutôt centriste qui est porté par Corinne Lepage, par Wechter à une certaine époque, par Lalonde aussi. Enfin, il ne manque pas de leaders écolos qui se sont situés à cet endroit-là. Europe Écologie Les Verts ou les écologistes aujourd'hui étant accueillant ces deux courants, avec bon, les difficultés internes que ça doit certainement poser, ça paraît évident, mais l'alternative qui est d'avoir le parti centriste tout seul et le parti gauche du PS tout seul, présentant des inconvénients lui aussi. Donc voilà, en résumé, ce que je peux dire sur les modes de vie et sur un tout petit mot sur l'écofascisme, parce que quand même, il était question d'en parler. Donc vous voyez que écofascisme, en première lecture, ça n'a aucun sens. Un fascisme ne peut pas être écologique. Ça ne s'est jamais produit, ça ne se produira jamais, ça n'a aucun sens. Ça, c'est première remarque. Deuxième élément, quand les écolos parlent d'écofascisme, comme Gors par exemple dans les années 70, mais il y a plusieurs occurrences du même type, hein, quand ils parlent d'écofascisme, ils parlent plutôt d'un libéralisme, disons, une attitude des institutions porteuses de la technologie qui deviendrait autoritaire, c'est-à-dire qu'on imposerait les technologies ou les solutions technologiques aux populations dans un contexte où les catastrophes écologiques se multiplieraient. Oui, ça a un sens, effectivement, mais on ne voit pas tellement pourquoi l'appeler écofascisme, mais ça a un sens, vu le fascisme tout court, je veux dire, hein. Pourquoi parler d'écofascisme? Ça a un sens parce que on voit bien aujourd'hui que, et ça peut se prolonger, que les courants, d'abord, les courants conservateurs, un, sont dans le déni de la crise écologique, deux, sont dans la solution, le techno-solutionnisme, trois, sont dans l'intérêt national. C'est-à-dire que, et c'est mon dernier mot, les courants conservateurs sont un peu comme, si vous vous rappelez la photo du tableau de Goya qui est sur le contrat naturel de Michel Serres, où on voit deux duellistes, deux personnes qui sont en duel, qui s'enfoncent dans les sables mouvants. Et pour les conservateurs, ce qui compte, c'est d'être le dernier, hein. Il n'en restera plus qu'un, comme comme disait Christophe Lambert dans Highlander. C'est la même chose, c'est-à-dire que peu importe les destructions, et on voit bien avec Poutine, peu importe les destructions, ce qui compte, c'est d'être le dernier, c'est-à-dire l'emporter sur l'autre. Et parce que la politique, c'est ça, l'emporter, c'est manger ou être mangé. Donc, écofascisme, aucun sens. Ou alors, des partis conservateurs qui, dans une situation catastrophique, prendraient le pouvoir et effectivement imposeraient des politiques de puissance à toute la population. Cette issue n'est pas fatale puisque toutes les études sur les situations catastrophiques, hein, je pense à Katrina, mais il y en a plein, montrent que, en fait, les situations catastrophiques peuvent aussi générer des situations de coopération. Donc, il n'y a aucune fatalité à ce qu'une catastrophe mène à un régime conservateur. Maintenant, ça ne se produit pas tout seul. Les gens choisissent soit d'être dans le conservatisme, soit d'être dans la coopération, mais le choix, il n'est pas fait d'avance. Donc, il y a un enjeu à faire en sorte que ça tourne dans le sens de la coopération plutôt que dans le sens du fascisme, dont je ne vois pas l'intérêt donc de l'appeler écofascisme. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabrice, et merci pour cette vision pour le moins globale et tout à fait cohérente en reliant effectivement des parts et des pans entiers du système qu'on n'a pas forcément l'habitude et la capacité de mettre en lien.
Les écologistes veulent effectivement changer non seulement les modes de vie, mais le système qui va avec, ou l'inverse, ça dépend dans quel sens on le met. Alors, tu parlais du rôle notamment des entreprises et de l'économie dans ces changements. Je crois que ce qui est intéressant dans la présentation que vous allez faire, c'est que Samuel peut donner, et je lui laisse la parole, une présentation pragmatique et concrète de ce que ça peut donner dans le monde d'aujourd'hui que l'on considère bien évidemment comme en transition vers autre chose. Merci Samuel. Merci Claire et bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais parler d'un angle un petit peu différent puisque j'ai une casquette à la fois activiste en tant que cofondateur donc, de l'association HOP, dont je vais parler un petit peu. On a écrit d'ailleurs sur ce sujet avec Laetitia Vasseur un livre qui s'appelle Du jetable au durable pour ceux qui voudront creuser. Et puis, peut-être plus opérationnel, en effet, ensuite, sur quelle mesure, il faut toujours se méfier de vouloir une mesure qui résolve tout. Néanmoins, voilà, quelques approches de politique publique qui permettraient d'aller dans cette voie de l'écologie. Peut-être d'ailleurs tout de suite pour réagir à cette fin de présentation brillante de Fabrice auparavant, c'est que cet imaginaire écologiste, il faut quand même assumer, je pense, qu'il a le potentiel d'être majoritaire. Je me réfère à 2 choses. Par exemple, l'Observatoire des perspectives utopiques mené par l'Obsoco et depuis quelques années, teste souvent auprès de la population française 3 utopies. Il y a l'utopie réactionnaire, celui du retour travail, famille, patrie, qui recueille très peu d'intérêt de la part de la majorité de la population, ils sont peut-être 15-20%. Il y a cette utopie techno autour de la technologie où l'homme est augmenté, etc. Là aussi, il y a un enthousiasme assez limité. Et l'autre réelle utopie existante, c'est l'utopie écologiste. Celle où on a davantage de temps, celle où on est plus dans le local, plus en connexion avec le vivant, etc. Donc cette dimension potentiellement majoritaire, il faut l'avoir en tête. Quand on constate, d'une part, les problématiques actuelles, hein, que j'aime bien aussi résumer avec le terme de l'hubris, vous savez, cette démesure des Grecs. C'est un terme qu'utilisent parfois le mouvement des convivialistes pour montrer en effet comment est-ce qu'on cherche toujours plus. Eh bien, c'est profondément ancré dans notre système économique qui reposait, quand on l'a appris, sur production de masse, consommation de masse. C'est là qu'il y a ce productivisme qui arrive, puisque pour produire en masse, il faut aussi évidemment gagner en productivité, de travail, de capital. Sauf que derrière ce binôme production de masse, consommation de masse, on a oublié extraction de masse. Et on a oublié déchets de masse. Ces 2 oublis majeurs qui s'expliquent par le fait que la science économique ne prend pas en compte les problèmes, notamment de raréfaction des ressources, la nature étant considérée comme gratuite et illimitée. Ça conduit à une irrationalité. Et c'est intéressant de parler d'irrationalité parce que on a tendance à penser que le système actuel est le système rationnel et que ceux qui imaginent un autre système sont dans de l'irrationalité, alors que c'est l'inverse. Comment considérer qu'il est rationnel d'extraire des ressources limitées pour fabriquer des produits qui sont conçus pour ne pas durer et donc produire rapidement des déchets? Ça ne peut pas être rationnel, c'est au cœur de ce qu'on appelle l'économie linéaire. On extrait et puis on jette rapidement. Et au fond, on creuse de plus en plus profond les mines et puis on va de plus en plus haut pour créer des pyramides de déchets. Il y a quand même cette absurdité qu'il faut regarder en face, notamment lorsqu'on constate qu'il y a un problème non seulement de carbone qu'on connaît bien par rapport au changement climatique, mais aussi de raréfaction de nos ressources. D'ailleurs, à ce titre, je vais peut-être vous montrer de temps en temps des diapos aussi parce que ça va rythmer les échanges. Mais on voit dans le graphique de gauche l'extraction de nos ressources. Métaux, fossiles, biomasse, minerais non métalliques, par exemple le sable.
le sable, hein, qui est en grand danger de pénurie. Donc, on voit que depuis les années 70, et encore, ça s'est arrêté en 2017 ici, ça avait fait fois 3,5. Et pendant le même temps, la population avait fait fois 2. Et le PIB avait fait quelque chose comme fois 2 aussi. Donc, cette inefficience dans l'utilisation de nos ressources, c'est très important de l'avoir en tête. Important de l'avoir en tête aussi quand on voit le graphique de droite sur tout cet impact caché de chacun de nos produits. Derrière l'ordinateur qu'on voit qui pèse seulement 2 kg, eh bien, il y a 1,5 tonnes d'eau, il y a 800 kg de matières premières, etc. Donc se rendre compte de ces impacts, c'est absolument central et c'est pour ça que aussi on a créé cette association Halte à l'obsolescence programmée parce que on s'est rendu compte qu'il y avait le besoin de limiter la production de biens matériels et qu'un des objectifs de la production, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de production matérielle? C'est parce qu'il y a eu des stratégies d'obsolescence programmée. En réalité, il y en a eu 2. Il y a eu à la fois une réponse à des besoins artificiels, c'est-à-dire que quand un marché est saturé, c'est le problème principal, hein, de l'économie, on a chacun un réfrigérateur, chacun un lave-vaisselle. Comment en vendre davantage? Eh bien, il y a la création de besoins artificiels, pour reprendre le terme de Razmik Kecheyan, où là, on va inventer des gadgets. Donc là, évidemment, c'est la profusion de nouveaux produits qui émergent. Face à ça, je pense qu'on peut opposer, hein, une autre, idéologie, celle d'un éloge du suffisant. Finalement, se poser la question de quels sont les réels besoins. Et puis, il y a les stratégies de renouvellement des besoins. Le renouvellement des besoins, qui va être accéléré par l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, donc, qui maintenant est reconnue, hein, dans le droit français depuis 2015. On est le seul, pays, hein, vous le savez peut-être, qui pénalise et qui considère que c'est un délit d'avoir de l'obsolescence programmée. Elle a 3 dimensions. Il y a la partie technique, c'est quand on fait en sorte que le produit tombe en panne pour, une défectuosité de certaines pièces ou, simplement, en le rendant irréparable, ce qui est le plus fréquent, actuellement. Il y a la partie logicielle, c'est quand les logiciels ne permettent plus de faire fonctionner le produit, alors que le produit en tant que tel fonctionnait, mais c'est le logiciel qui est trop lourd, trop gourmand, incompatible, ce qui va vous pousser à vous défaire de l'appareil. Et puis, il y a l'obsolescence esthétique, qui est une obsolescence où on vous donne l'envie de consommer autre chose, même si votre bien fonctionne encore. Cette obsolescence, en réalité, elle a, elle a une histoire, hein, si je remontre un petit graphique, elle a été théorisée après, la Grande Dépression, la crise de 1929, par Bernard London, qui considérait qu'en effet, on avait, besoin de relancer l'économie. Aussi pour des motifs compréhensibles, hein, qui étaient, d'emploi et de croissance. Il y a eu beaucoup de cas au fil de l'histoire, depuis, les ampoules en 1924. En 1940, c'était intéressant de voir, le cas des collants, où, on arrive à inventer des collants parfaitement résistants, mais rapidement le marché, trouve une saturation puisqu'il n'y a plus de nouvelles ventes, ces produits étant beaucoup trop résistants et il y a une machine arrière qui est faite ensuite par cette entreprise, Dupont de Nemours, qui est assez symptomatique et qui montre bien qu'on dépasse les produits électriques, électroniques. Il y a, et puis un élargissement de l'obsolescence programmée avec cette obsolescence esthétique, cette phrase en déjà 1954. Voilà, l'idée c'était d'instiller dans l'esprit du consommateur l'envie de posséder quelque chose d'un peu plus neuf, d'un peu mieux, un peu plus tôt que ce qui est nécessaire. On a bien là les petites améliorations et qu'on voit, hein, dans tous les modèles de smartphones aujourd'hui, où en réalité il y a très peu d'évolution. Mais il y a une grande, quantité de nouveaux modèles, qui apparaissent, chaque mois, et qui font apparaître à chaque fois comme des petites révolutions, ce qui n'en est pas.
Évidemment, toutes ces stratégies se sont étendues dans les années récentes avec différents cas. Nous, on a déposé plainte, hein, vous le savez peut-être, contre Apple à 2 reprises, contre Epson pour les imprimantes. Il y a eu une condamnation, une amende qui a été payée par Apple pour obsolescence programmée. Et donc on a différentes manières. Ici, il y a une sophistication de l'obsolescence programmée au cours de l'histoire. Face à cela, nous, en tant qu'association, on s'est créé en 2015 avec 3 grands buts. On va dire, il faut sensibiliser, informer le public sur ces sujets, influencer les pouvoirs publics, et je vais y revenir parce que c'est une priorité, c'est peut-être la priorité, et engager les industriels. Alors, l'engagement des industriels, il faut peut-être le savoir quand même, on a monté un club avec une quarantaine d'entreprises qui montrent qu'on peut produire autrement. Et pour nous, c'est important aussi pour notre crédibilité de ne pas être simplement des militants écolos ou défenseurs du consommateur, dans la mesure où on montre aussi qu'il y a des grandes et des petites entreprises qui s'engagent, qui ne sont pas parfaites, mais qui avancent. Le premier pilier, sensibiliser et informer, c'est celui souvent sur lequel on revient un peu trop facilement, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui revient facilement comme idée de: «Il faudrait éduquer, il faudrait, passer le message», et on se rend compte que c'est pas suffisant. Heu, la consommation responsable, là, si on schématise, il y a 4 manières. Il faudra d'ailleurs commencer par la fin. C'est d'abord renoncer aux achats superflus, évidemment, se questionner sur son besoin. On peut aussi mutualiser, louer, et cetera. C'est aussi, allonger la durée de vie des produits. Donc vous voyez, je fais à l'envers, avec, la réparation, prendre soin de ces appareils, et cetera. Il y a évidemment l'achat d'occasion. Par exemple, quand vous achetez un smartphone, le reconditionner, c'est 10 de l'impact du neuf. Donc il faut quand même avoir en tête que, dans beaucoup de cas, le premier réflexe de la consommation responsable quand il faut renouveler un appareil, c'est de se tourner vers la seconde main. Et puis, on peut aussi s'informer sur les produits. Même s'ils sont neufs, ils ont des impacts très différents, par exemple, selon leur indice de réparabilité. Cependant, là où je dis que c'est absolument insuffisant, c'est qu'il y a, une illusion à croire, comme le disait aussi Fabrice Flippo, sur ces architectures de choix. C'est une illusion de croire que le consommateur va être souverain, dans ses choix, de consommation. Il y a un certain nombre de limites. J'en cite 4 peut-être. Il y a des limites cognitives très importantes. Impossible de savoir les impacts sur les ressources, sur le carbone, sur la biodiversité, les impacts géopolitiques, sur l'eau, sur des questions éthiques, de travail des enfants, et cetera, de tous les produits qu'on consomme. Des limites financières, parce que évidemment notre pouvoir d'achat est limité. Des limites sociales. Sophie Dubuisson-Kellier, qui est une sociologue qui écrit beaucoup sur le sujet, montre bien qu'il y a le poids de l'entourage, le poids de nos cercles qui va nous pousser à consommer de telle ou telle manière. Fabrice aussi parlait des biens de réseau. En effet, quand tout le monde a utilisé une technologie, il est difficile d'y résister. Il y a l'exemple, par exemple, des smartphones pour les enfants. Quand ils ont 10 ans, ils ont maintenant en majorité un smartphone. Eh bien, figurez-vous qu'en Espagne, ils ont essayé, et puis dans le sud-ouest, je crois, de la France, de mettre d'accord les parents du collège pour dire: «Repoussons à 12-13 ans». Eh bien, ça marche parce que finalement, s'il y a toute une majorité des collégiens qui le font, ça devient facile d'y renoncer. Néanmoins, quand on est seul, évidemment, c'est beaucoup moins le cas. Et puis une 4e limite qui est, organisationnelle, parce que les structures aujourd'hui de consommation ne sont pas favorables à avoir, c'est beaucoup plus facile d'aller, au supermarché et d'acheter tout, d'un coup, plutôt que de faire je ne sais combien de producteurs, du vrac, et cetera. Donc nous, au sein de Hop, on combat, on considère malgré tout qu'il faut informer, sensibiliser, mais on considère qu'il est absolument essentiel de, faire évoluer la loi, d'encadrer, de, interdire et d'inciter. Parce que sinon les structures ne sont pas suffisamment favorables. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche.
Alors évidemment, j'exagère un peu en disant que ça marche, mais on a fait un livre blanc là avec, 50 mesures, avec, un certain nombre de succès. Ce qui est assez rare. On est une association avec, certes, des dizaines de milliers de personnes qui nous soutiennent, mais on a une équipe de 5-6 salariés. On est tout petit par rapport à ces enjeux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a obtenu finalement? Il y a eu donc ce délit, d'obsolescence programmée en 2015. Il y a eu, c'est le premier point là, l'affichage de la réparabilité et de la durabilité des produits. Vous l'avez vu sur, certaines catégories de produits, par exemple les téléviseurs, où maintenant vous avez une note de réparabilité depuis 2021 sur, votre produit. Ce qui est une avancée puisqu'auparavant le consommateur n'avait pas cette information. Il ne savait pas si ça valait le coup de payer plus cher pour un bien qui était censé peut-être durer plus longtemps, mais ce n'était pas toujours vérifié. Et donc en général, le biais qui était plutôt celui d'avoir une prudence, de ne pas prendre trop de risques, donc vaut mieux pas investir beaucoup puisque je ne sais pas, poussait à acheter du low cost et en réalité à augmenter les coûts globaux sur la durée de vie du produit puisque le produit tombait en panne plus rapidement et on se retrouvait à en acheter plus souvent. Cet affichage, il est devenu un affichage de durabilité, c'est-à-dire ce qu'il faut, hein, c'est que le produit dure, pas qu'il soit réparable en soi, c'est bien, mais il faut surtout qu'il soit robuste, qui se met en place en ce moment. Donc, bon, le gouvernement a un petit peu tardé, ça se fait sur peu de produits par rapport à ce qu'on voudrait, mais ça avance. Évidemment, c'était pas facile de convaincre tous les industriels qu'il fallait le faire, mais on a réussi à l'obtenir. Hem, Autre chose qu'on a obtenu ici, c'est, un point qui n'est pas d'ailleurs dans ces bullet points, c'est le bonus réparation. Vous savez qu'il y a, un problème évidemment. Le premier obstacle à la réparation, dans toutes les études, c'est le coût. Face à ce déséquilibre, il faut absolument subventionner la réparation. Le bonus réparation aujourd'hui se met en place sur les appareils électriques et électroniques et aussi sur les produits textiles, peut-être, en ce moment aussi sur les produits de sport et loisirs, pour dire: «Maintenant vous allez avoir, une petite prime». C'est-à-dire que le réparateur perçoit directement par, l'éco-organisme, il va percevoir selon le produit un forfait de 20, de 50 €, pour, l'aider. Ce qui l'aide à réduire sa facture. Donc si tout va bien, le consommateur se retrouve à avoir une facture allégée de 30-40 € pour telle ou telle réparation, selon les types de réparation évidemment. Ce qui, selon nous, reste un peu insuffisant. Il faudrait aller plus loin, il faudrait toucher tous les produits, mais il n'empêche qu'on a avancé et qu'on est en train de favoriser réellement la réparation et qu'on est un des seuls pays à le faire. En Europe, ils s'y intéressent, mais bon, ils sont loin d'aller aussi loin. Nous avons donc ces sujets qu'on a poussés dans la loi et qu'on a obtenus. Donc comme quoi on peut aussi constituer des minorités actives, qui font une différence. Il y en a d'autres sur lesquels on n'a pas obtenu, que je cite ici, les garanties. Les garanties légales, aujourd'hui sont de 2 ans. C'est un gros sujet pour, obliger parce que derrière le fabricant est obligé, responsable du produit pendant par exemple 5 ans pour un smartphone. Nous, c'est ce qu'on souhaiterait. 10 ans pour une voiture électrique, ça nous semble aussi le minimum. Aujourd'hui, ces garanties n'existent pas, donc les fabricants se lavent les mains, ne fournissent pas de services, après-vente et cetera et alors que le fait de prévoir cette garantie, c'est un coût à venir pour l'entreprise qui doit donc s'organiser pour produire des biens robustes. On cite aussi la réversibilité des mises à jour, c'est quand les mises à jour vous font ramer, vous font perdre de la performance. Il devrait pouvoir être possible de revenir en arrière. Des modèles plus larges, peut-être sur lesquels je vais revenir sur d'autres modes de consommation, les pièces détachées plus longues, le compteur d'usage, ça veut dire le fait de se rendre compte un petit peu de combien de cycles a fait par exemple votre machine à laver pour, pouvoir la revendre ensuite d'occasion et objectiver sa durée de vie. On a donc la possibilité d'avancer, par la voie législative et en Europe, ça bouge parce qu'évidemment le faire à l'échelle, du marché européen, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le faire à l'échelle du marché français. On a eu avant-hier, mardi dernier,
le vote de droit à la réparation au Parlement européen. C'est moins que ce qu'on voudrait, malgré tout, c'est quand même pas mal. Obligation de réparer au-delà de la garantie de 2 ans. Interdiction de tous les obstacles à la réparation. Par exemple, les obstacles à la réparation, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une pratique qui s'appelle la sérialisation. C'est une pratique qui consiste à à relier chaque composant de votre téléphone, par exemple, ou de votre voiture électrique, puisqu'on a fait dernièrement un rapport sur les voitures électriques. Par exemple, le rétroviseur de certaines Tesla, il est relié à la Tesla, ce qui fait que vous pouvez mettre un autre rétroviseur Tesla sur la voiture Tesla d'occasion, eh bien, ça ne va pas être reconnu parce que ce n'est pas la pièce initiale. Tous ces obstacles à la réparation qui font ensuite bugger les appareils sont des manières pour les marques de protéger, de rester maîtresses et du produit et donc d'empêcher la réparation par un indépendant ou par un bricoleur. Tout ça est censé être interdit prochainement au niveau européen. Et puis pour finir, ce qu'ils ont voté aussi, c'est obligation maintenant, tous les États doivent faire une sorte de bonus réparation. Alors là, j'enjolive un peu parce que je pense que les États vont profiter pour faire des petites subventions à quelques Repair Cafés et trouver que c'est suffisant. Mais globalement, l'idée qu'il faut maintenant soutenir la réparation financièrement, elle fait son chemin en Europe. Donc évidemment, il faudrait aller plus loin. Une autre manière d'aller plus loin, ce serait d'appliquer vraiment les garanties, hein, qui sont de 2 ans. Donc quand vous achetez des écouteurs, par exemple, vous devriez avoir une garantie de 2 ans. Personne ne l'applique, donc aujourd'hui, il n'y a pas cette durée de vie. Mais ça reste dans la loi, on pourrait aussi la faire appliquer. Et peut-être pour élargir un petit peu et puis ensuite passer à vos questions, hein, parce que je ne veux pas être trop long, faut dépasser ce champ strictement de cette autre consommation, avec la lutte contre l'obsolescence programmée, pour aller vers une lutte plus globale contre le consumérisme. C'est des sortes de mesures de sevrage, j'ai envie de dire. On a une société qui est en situation d'addiction par rapport à la consommation et donc il y a besoin de travailler à la racine selon nous, notamment avec. Ici, je peux vous proposer 3 mesures, qui ne sont pas suffisantes en tant que telles, mais qui sont, à mon avis, très intéressantes. La première, c'est celle de limiter drastiquement la publicité. Donc ça veut dire 3 choses. Ça veut dire, non publicité sur les produits polluants. Et d'ailleurs, on croyait que c'était impossible, mais dernièrement, sur la fast fashion, on se rend compte qu'on a une majorité, y compris des députés actuels, qui est capable de dire on a interdire la publicité sur les produits très polluants comme la fast fashion. Très bien, donc on peut avancer sur ce chantier. La publicité, c'est aussi les types de supports, notamment les panneaux numériques qui sont partout, donc qui devraient être interdits, etc. Et puis pour nous, nous, une proposition qu'on a sur la publicité, c'est de taxer, hein, tous les dépenses de publicité des groupes, et bien que ça leur fasse un malus, donc à voir si c'est inclus dans l'impôt sur les sociétés ou autre, mais qu'en réalité, on ait cette taxation pour désinciter à renouveler les désirs. Deuxième grande mesure, est-ce qu'on pourrait travailler à une taxe sur l'extraction des matières premières non renouvelables? Parce qu'aujourd'hui, au niveau européen, on va faire une sorte de taxe carbone aux frontières, ce qui est intéressant. Mais le carbone, vous le savez, c'est qu'une partie de l'impact. Quand on sait qu'un ordinateur, par exemple, derrière, c'est 800 kg de matières premières, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer ce poids, matière derrière chaque produit pour avoir des taxes en ce sens et donc inciter à produire autrement? C'est-à-dire avec moins de matières premières, en recyclant, en réutilisant des composants, etc. Ça, ce serait à mon avis très, très intéressant aussi. Évidemment, c'est mieux de le faire à l'échelle européenne, mais je fais partie de ceux qui considèrent qu'on peut avancer à l'échelle française aussi, pour ne pas attendre, la Saint-Glinglin. Et puis, une dernière mesure qui est un petit peu pour ouvrir le débat, parce que je vous avoue qu'elle est loin d'être, finalisée et peaufinée techniquement, mais c'est cette idée malgré tout de rationnement, notamment en amont. C'est-à-dire qu'on croule sous les nouveaux produits. Et cette nouvelle offre cherche sa demande mécaniquement, par la publicité notamment,
On voit par exemple qu'une marque comme Shein, sur la fast fashion, lance 500 nouvelles références par jour. Derrière, on ne peut pas vraiment structurer un écosystème où on contrôle les produits, où on les teste, où on fait appliquer les garanties. Il y a vraiment un système consumériste tel que limiter le nombre de produits mis sur le marché par marque pourrait sembler intéressant. Je dis ça aussi parce que ça me semble un petit peu plus difficile de rationner, le consommateur, comme on veut le faire parfois avec des cartes carbone. Je n'ai pas vraiment trouvé, de manière, très convaincante de le proposer opérationnellement, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, cette idée d'aller vers une forme de rationnement, ça nous permettrait de nous reconnecter aux limites planétaires que nous connaissons. Alors vous voyez, c'est des propositions assez anglais sur un prisme économique. Parce que j'ai quand même la conviction qu'il faut faire avec ce monde tel qu'il est, caractérisé par l'économisme, où c'est par là qu'on agit sur les comportements. Néanmoins, évidemment, ça doit se coupler à d'autres récits, à donner envie aussi d'autres modes, d'autres styles de vie. Je ne sais pas quel serait le bon terme. Peut-être les styles de vie engendrant des modes de vie ensuite massifiés, vraiment alternatifs. Pour sortir donc de cette addiction. Voilà, je voulais pas être trop long, donc je vous laisse, continuer en espérant que, voilà, ça ait bien complété les propos de Fabrice. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup, Samuel. Effectivement, je pense que d'abord, ça complète vraiment l'approche proposée par Fabrice et ça en donne surtout une illustration concrète, c'est-à-dire que c'est extrêmement encourageant et prospectif de voir qu'on peut, comme tu dis, on n'attendra pas la Saint-Glinglin. On y va maintenant et on a engagé le travail. Franchement, la confirmation de l'efficacité de Hop sur justement l'encouragement global, à la fois individuel, industriel, commercial, idéologique, etc., pour aller vers un changement de mode de vie, vraiment, c'est tout à fait convaincant. Alors, nous allons passer à une petite session de questions que vous pouvez poser soit dans le chat, soit en prenant la parole. C'est aussi très vivant et tout à fait possible. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lever la main avec votre petite main dans les réactions. Et sinon, on peut déjà prendre en attendant la question qui a été posée à Fabrice euh, par Christian, si je ne m'abuse, qui demandait quel terme devrions-nous employer pour se dissocier, voire s'opposer au libéralisme. Est-ce qu'on parlerait de libertarianisme, libertaire ou libertarisme? Peut-être Fabrice pour commencer sur cette question et les autres, levez votre petite main et on entame un débat. Alors, la question, Elle est dans le chat. Ouais. je ne l'ai pas vue, ouais. J'ai- Et quel est le but, en fait, de se distinguer? Je pense que c'est nous écologistes, est-ce qu'on utilise pour se Ouais, caractériser? si je peux, Écologiste, c'est bien. Pourquoi? Je suis Ah, d'accord, mais oui, si je peux me permettre, si je peux me permettre, on a un débat, y compris au sein du mouvement écologiste au sens large. On a tendance à vouloir opposer le système économique libéral au système administré de type soviétique, etc. Et il manque un terme pour dire c'est quoi le support d'une économie écologiste ou écologique plutôt, qui s'opposerait et montrerait qu'il y a une nouvelle voie. Bon, Ah, oui. par exemple, on parle d'écologisme, il y a des gens qui veulent absolument pas utiliser ce terme-là, en disant mais non, ça ne veut rien dire, le mot isme, etc. Et on bute toujours sur ça, parce que c'est vrai, comme ça a été dit, il y a une partie d'acceptation des règles du marché, à travers, effectivement, on n'est pas pour une économie totalement administrée, on n'est pas non plus pour la liberté totale des grandes entreprises
d'être extractiviste, d'être absolument à l'encontre de la capacité de maintenir la planète vivante et vivable. Donc voilà, c'est un peu le sens de la question. Est-ce qu'il y a terminologie possible nouvelle? Il y a un peu deux questions, c'est-à-dire que il y a la question du choix du mot et puis de ce que le mot veut dire. Et bon, enfin, moi, sur le choix du mot, j'ai pas de solution miracle, hein. C'est-à-dire que quel que soit le mot qu'on veut identifier, enfin qu'on choisirait, il y aurait toujours un inconvénient. Le mot parfait, je pense pas qu'il existe réellement. Enfin, voilà. Donc, je sais pas. Moi, j'ai tendance à penser que d'une manière générale, les termes sont choisis effectivement dans un champ de force, c'est-à-dire qu'on choisit un mot en fonction d'autres mots. Et écologisme, alors je sais pas ce que certains leur reprochent, mais il me semble être le moins mauvais de tous parce que c'est celui qui est un peu consacré pour le courant écolo, au-delà de sa diversité, quoi, hein. Enfin, en tout cas, d'un point de vue académique, je pense que c'est assez tranché maintenant. Et le libéralisme, c'est différent de l'écologisme, qui est différent du socialisme. Et après, moi, mon approche, c'est quand même d'échapper justement à une lecture trop économiciste des choses. Et l'économicisme a tendance à opposer le plan et le marché. Et justement, les modes de vie, ça échappe un peu à ça. Et ça échappe au débat central. C'est ce que j'explique dans mon prochain bouquin, mais ça échappe au débat central entre socialisme et libéralisme, et notamment le débat entre économistes, qui était de savoir comment on, on assure la coordination des agents entre eux. Les partisans du marché disant bah, il faut laisser faire les agents entre eux parce qu'il y a les prix et les quantités, et l'offre et la demande, et ça s'ajuste. Et ceux qui sont contre ça disant bah, il faut tout planifier, et évidemment, le problème, c'est où est-ce qu'on récupère l'information, parce que ça fait une quantité d'informations trop grande. Donc, c'est ce qu'on appelle le socialisme électronique parfois, en disant bah, mais les ordinateurs vont pouvoir calculer. Allende avait essayé de mettre en place des choses. Enfin, tout ça, tout ce débat-là, il est dans mon bouquin de septembre. Et l'avantage du mode de vie, qui est un tout petit peu évoqué par un socialiste qui s'appelle Otto Neurath, qui gravite autour du cercle de Vienne dans les années 30, en fait, 20 et 30. Il évoque un peu les modes de vie, enfin, il parle des silhouettes de vie, plus spécifiquement. Razmig et Cédric Durand évoquent très très brièvement cette piste-là. Euh, bon, l'avantage du mode de vie, c'est qu'il demande de l'information, ça, il faut produire de l'information, mais de l'information qui n'a pas besoin d'être exhaustive sur les prix et les quantités, comme c'est le cas pour le marché. Le marché, il faut tous les prix et toutes les quantités. Et en plus, ce mode de vie, il a un sens. Il a un sens compréhensible par tout le monde. Alors que ce que disent les économistes en termes de prix et de quantité n'a aucun intérêt et pas beaucoup de sens pour monsieur et madame tout le monde, de savoir qu'il y a tant d'offres de produits individuels plus tant de demandes de produits individuels. Ça n'a pas de sens social, ça n'écrit pas l'histoire. Donc ça confisque le débat. Donc le fait de se tenir entre les deux évite l'un comme l'autre, et je pense que c'est plutôt ça la piste, c'est-à-dire de dire il faut raisonner au niveau des modes de vie, peu importe le nom du système, libéraliste, socialiste, bon oui, oui, voilà, il faut connaître un peu les filiations, mais peut-être pas trop s'attarder sur le système, et par contre focaliser sur le bon niveau de réflexion, parce que c'est à cet endroit-là qu'il peut y avoir une articulation entre les différentes minorités. Quand je dis articulation, ça veut dire des alliances ou des choses comme ça, entre différentes minorités actives contre d'autres minorités actives communes. Et donc, ça évite de se perdre dans la valse des étiquettes, hein. Je dis la même chose quand on me dit, mais en fait, vous êtes pour le développement durable ou pour la transition écologique et sociale? Je dis, je m'en fous. Parce que c'est un peu perdre son temps avec. Enfin, il y a un vrai sens de développement durable quand on est dans l'échelle internationale, dans les négociations internationales, les textes de l'ONU. Là, oui, il y a un vrai sens, mais en dehors de ça, c'est vrai que le sens, il est un peu perdu. Donc, bon, euh, est-ce que ce n'est pas des batailles qui sont peut-être un peu secondaires en fin de compte par rapport à d'autres batailles qui sont plus prioritaires? Merci beaucoup, Fabrice. Je crois qu'il y avait une question également de la part de Philippe Vichra. Si tu veux prendre la parole, Philippe. D'accord.
Vas-y. J'ai écrit dans le... Où suis-je? Ah, je suis là. J'ai écrit dans le chat qu'il y a 20 ans, un ancien de socialisme ou barbarie, je ne sais plus son nom, a écrit un bouquin qui s'appelait De l'écologie à l'autonomie. Et je pense qu'il a raison. J'essaye d'infuser cette idée chez les Verts. Parce que bon, faire des efforts pour moins réchauffer la planète au niveau d'un pays, c'est bien, il faut le faire, mais comme les choses se passent au niveau mondial, il vaut mieux, à mon avis, prioriser, d'aller vers une certaine résilience, c'est-à-dire d'être le plus autonome possible au niveau régional, national et au maximum européen pour nous. Merci Comment Philippe. Peut-être Fabrice ou Samuel. Oui, alors là-dessus, l'autonomie, c'est une marque de fabrique de l'écologie politique, hein. Et le problème, c'est que ça entre en tension avec une autre marque de fabrique d'autres minorités actives, telles que les grands syndicats, notamment la CGT, qui est pour, disons, une certaine égalité territoriale, notamment nationale. Et donc, il y a un compromis à trouver entre les deux niveaux. Enfin, ça s'incarne particulièrement bien dans le cas de l'énergie, par exemple, hein, mais il y a plein d'autres domaines. Combien faut-il d'autonomie? Combien faut-il de décisions centralisées au nom d'une certaine égalité territoriale? Voilà, enfin, en tout cas, poser les questions clairement dans ce sens-là, ça permet de discuter une fois qu'on a bien compris quel était le problème de fond. Je ne sais pas où est le compromis possible, hein, ça c'est aux acteurs de voir, mais en tout cas, ça c'est un conflit. On avait fait un petit livre qui s'appelait L'écologie, combien de divisions, avec un CGTiste, j'ai oublié de le signaler, celui-là. Et on l'avait identifié comme un des conflits centraux, un des désaccords centraux entre écolo et CGTiste, et donc tout ce qui est autour de la CGT, quoi. Et peut-être Si un je peux me permettre. complément. Vas-y. Merci. Attends, Samuel voulait mettre un complément et ensuite on passe la parole. Vas-y, Samuel. Oui, non, c'était par rapport à cette autonomie qui est recherchée aussi par rapport à la technique, moi, il me semble, qui est importante, hein, qui est au cœur de la tradition de la pensée écologiste. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est une hétéronomie qu'on voit dans le sens où le consommateur n'arrive plus à maîtriser l'objet qu'il a acheté. Il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le réparer, il ne peut pas savoir comment l'entretenir, etc. Et donc, cette autonomie, il y a aussi Simondon qui parle d'une puissance à reprendre par rapport à l'objet, qui implique davantage de low-tech. Vous savez, on a le produit high-tech, mais le low-tech, c'est ces technologies simples, ces technologies compréhensibles, accessibles. Ça fait partie de ce chemin vers l'autonomie aussi, selon moi, dans nos modes de consommation. Tout à fait. Merci. Yves, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est une des questions majeures, c'est un peu ce que disait Fabrice, mais pas. Moi, je vais plus loin, plutôt que autonomie ou égalité, je dirais autonomie ou solidarité. Parce qu'aujourd'hui, on voit une espèce de repli, y compris à travers le mot souverainisme, indépendance, etc., qui renvoie à ben, on s'enferme dans notre bulle et puis tant pis pour les autres. Et je pense que ça provient quand même de l'histoire, hein, et notamment de la fin alors, je dirais des pays de l'Est, qui faisait apparaître, ou en tout cas faisait croire qu'il y avait, au-delà de l'égalité, une forme de solidarité entre les gens, et puis en face le libéralisme. Et les deux ont en commun de nier toute intervention individuelle, toute forme d'autonomie individuelle. Et je pense que c'est un des manques, je dirais, de la gauche et de l'écologie, d'être capable d'articuler ces deux notions-là de manière intelligente et comme un projet, en tout cas comme
une capacité à sortir de cet enfermement. Et je pense que cette notion de solidarité, elle est un peu aujourd'hui abandonnée et je trouve ça assez dramatique. Une seconde, je crois que le concept d'autonomie peut faire le lien entre la fin du mois et la fin du monde. Moi, je milite pour une grande autonomie. Et, Martine, est-ce que tu peux fermer le micro? Oui, merci. Oui, pardon, Philippe. c'est, je crois que vous avez entendu. Faire le lien entre la fin du mois et la fin du monde. Donc, la fin du mois, une grande autonomie financière des personnes et aussi une grande autonomie des territoires. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir, Samuel ou Fabrice, à ce qui vient d'être dit? Non, mais moi, je redis la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que chacun de ces mots peut entendre des choses différentes avec. Quand on dit égalité, d'autres entendent solidarité et en fait parlent de la même chose. Voilà, il y a une question de polysémie, de choix des mots, de voir comment on les choisit pour faire des alliances. Un mot, c'est un réseau. Quel est le réseau qui vient avec tel ou tel mot? Voilà, moi je serais assez opportuniste sur le choix du mot plutôt qu'essentialiste, c'est-à-dire dire que ce mot-là, ça veut absolument dire ça et c'est vraiment le bon mot et je le pense, mais moi tout seul, ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Le tout, c'est de voir quel est l'effet du mot et qui se retrouve derrière. Hein. J'ai écrit sur le populisme de gauche, et c'est un peu ça le populisme de gauche, c'est un usage un peu stratégique des mots, bien que les mots attirent certaines minorités et excluent d'autres minorités. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas tellement de vouloir absolument dire qu'un tel ou un tel a donné la bonne définition, il faudrait que tout le monde rentre dedans. Ça me semble en fait assez vain. Merci Fabrice. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent webinaire que nous avions fait sur langage et médias. Alors, ce n'était pas tout le langage politique, mais c'était la partie en tout cas qui concerne les médias, avec Anne-Sophie Novelle, Nicolas Hervé et Isabelle Carcimon. Vous trouvez ça sur notre site internet. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je voudrais passer la parole très rapidement à Erwan qui a préparé donc une conclusion à notre rencontre. Erwan, Oui, c'est bien. Oui, Oui. oui, tout à fait. C'est bien ça. J'ai essayé de. Alors, je vais vous prier de m'excuser. Je vais essayer de faire à la fois rapide, mais il s'est dit tellement de choses sur lesquelles j'aurais envie, évidemment, de rebondir. Je l'ai mis dans les discussions, notamment tout ce que et Samuel, avec ses différentes solutions, ses possibilités, hein, ses ouvertures de possibilités, je dirais presque, nous propose. Il a bien dit à plusieurs reprises, hein, la question, c'est celle des limites à nos choix. Limites cognitives, financières, sociales, organisationnelles, ce dont Fabrice a parlé en termes notamment de questions de réseau. Je vais faire en quelques points. Premier point, j'ai retrouvé, peut-être que certaines et certains d'entre vous l'avaient lu, Écosophie ou Barbarie, donc c'était paru il y a quelques temps, je vais le mettre ici, peut-être que ça se verra. C'est la revue Ligne, le numéro 70, qui vient triturer un peu ces questions-là. Et je vais vous citer juste rapidement l'introduction de ce numéro qui me semble intéressant pour notre discussion. Ce que ce numéro dit en très rapide, c'est la bataille est psychique en réalité. Et c'est un peu ce qu'on voit à travers tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Elle est psychique parce que c'est de la psyché, c'est de la signification, même si elle est évidemment aussi technique. Qu'est-ce qui se joue dans nos modes de vie? Alors, je vous lis rapidement, c'est l'introduction. Si barbare, entre guillemets, est le nom d'une force envahissante, catastrophique, capable de faire razzia sur tout ce qui se présente sur son passage, alors le déploiement des capacités de production que le capitalisme opère en faisant du profit la règle de ses agissements est barbare. Il l'est parce que, s'étendant, il atteint et occupe le tout du monde, non seulement les espaces et les paysages, mais encore les pensées, le langage, les significations, bref, la psyché, qu'elle soit individuelle ou collective. Et il continue en expliquant en quoi une écosophie, puisque c'est le thème du numéro, pourrait trouver des ressources nouvelles pour vaincre cette barbarie-là. Fabrice nous a rappelé à quel point l'écologie et la barbarie, c'était bien une question de mode de vie. C'est plus largement que mode de vie, c'est des attitudes collectives, les modes de vie. Pour un sociologue comme moi, lui, il dit, alors,
pour moi, il y a une attitude qui est plutôt celle de la sobriété, ça a été évoqué, organiser une production, une distribution plus sobre, ou bien celle de la surconsommation. Les deux sont des modes de vie, des attitudes collectives face au monde. Organiser une production, une distribution qui permettent la surconsommation ou la sobriété. Fabrice l'a précisé, réseau contre réseau, usage contre usage. Et je pense qu'il faut bien le prendre au mot. C'est vraiment ça le sujet. Quels sont les réseaux qui se sont imposés à nous? Quels sont les usages qu'on a acceptés finalement? Là, c'est le sociologue qui va parler rapidement. Écologie ou barbarie, c'est aussi nous avons perdu une bataille en pensant la gagner dans les années 70. Je m'explique. Ronald Ingelhardt, grand sociologue, mais aussi Bachelard et tout un tas d'autres, nous ont dit nous sommes enfin délivrés des besoins fondamentaux, nous allons pouvoir enfin rentrer dans l'ère de la consommation ostentatoire qui va nous conférer un statut social spécifique. D'accord? Ce besoin d'exister est passé par la consommation. Le statut social nouveau, le principal statut social des gens aujourd'hui, c'est celui de l'existence par la consommation. Et évidemment, cette consommation, elle entraîne une peur, une panique. La panique, c'est celle d'une déchéance sociale. Si on ne peut plus consommer, on est donc inexistant. On n'existe plus. On peut être un ouvrier reconnu, on peut être un syndicaliste, on peut être quelqu'un de merveilleux dans la vie de tous les jours. Si on ne peut plus consommer tout ce qu'il y a à consommer, tout ce que Fabrice et Samuel nous ont présenté, tous ces besoins, ces possibles qui sont ouverts, alors on est dans une déchéance sociale complète puisqu'il n'y a plus d'autre statut social auquel se raccrocher. Là, c'est la partie sociologique. Donc, je suis assez d'accord avec la proposition, déjà, d'évaluer chaque produit avant sa production, et puis de faire, comme l'a proposé Samuel, une forme de sevrage. Il parle de la publicité, il parle de tout un tas de matières, de méthodes pour sevrer. Oui, avec les convivialistes, puisque nous sommes quelques-uns ici à faire partie de ce groupe des convivialistes, Samuel l'a évoqué, nous pensons qu'il y a un sevrage pour sortir de l'hubris. L'hubris, c'est quand même l'ébriété, concrètement. Nous sommes une société d'ébriété et rentrer dans une autre société plus raisonnable, plus intéressante aussi. Je vais passer par 3 points. Premier point, Fabrice l'a beaucoup dit, il s'agit d'une question liée aux minorités actives. Alors, il a dit que le gouvernement était une minorité active. Je rappelle que le terme a notamment été inventé par un certain Serge Moscovici en 1979 avec son livre. Les minorités actives de Moscovici, c'était potentiellement les écologistes. Et la question qui était celle des écologistes en tant que minorité active était celle de leur puissance ou non, c'est-à-dire de leur rapport de force. Quelle était la capacité à peser dans le rapport de force de l'imaginaire, que peuvent, que doivent proposer, quel style de vie les écologistes étaient capables de proposer dès les années 70 et 80, qui pouvaient devenir, dans l'acception que Fabrice nous en a donnée, des modes de vie que j'appellerais normalisés. Comment des usages, puis des réseaux, pouvaient devenir des modes de vie normalisés. Le Vélib est un très bon exemple. Je pense qu'en effet, il a très très bien démontré que le Vélib a créé un besoin, un usage, un réseau qui a fait qu'il y a eu de plus en plus de gens qui ont pris le vélo. Eh bien, il faudrait créer, entre guillemets, la sobriété pour les nuls, ce serait une sorte de Vélib sobriété. Deuxième point, nous devrions, et ça c'est Samuel qui nous y enjoint avec Hop et avec d'autres, créer ce que j'appellerais des parcours de vie de sortie de l'hubris. Parcours de vie de sortie de l'hubris, c'est comment est-ce que je peux vivre en période de crise globale, complète quasiment, pour avoir des méthodes de sevrage, des méthodes avec des aides, avec tout un tas de choses qui me permettraient de retrouver ce que certains ont appelé une forme d'autonomie par rapport au système technicien. Là, on y vient, c'est Ellul, c'est tout ce qu'on a pu lire dès les années 40 quasiment, et dans les années 60 et 70. Quelle autonomie par rapport à ce système dont parlait Fabrice tout à l'heure? Eh bien, il faut des parcours de vie. Il faut donner à voir des parcours de vie, et ça encore, c'est le rôle des minorités actives et donc des écologistes. Le débat sur les mots, je ne vais pas m'y appesantir, pardon. Tant qu'à faire, autant faire une faute. Pour moi, évidemment, on parle d'un écologisme convivialiste. Quelque part, moi, l'écologie politique, ça ne m'a jamais parlé. Je ne vois pas en quoi elle est plus politique que moins que. Enfin, c'est pas la vie de la cité seulement. Il y a un écologisme comme il y a eu un libéralisme, comme il y a eu un communisme. C'est une vision du monde. Je sais que les écologistes sont très. Oh non, mais on n'est pas une idéologie. Bah, si, en fait, soit vous êtes une idéologie, soit vous crevez. Pour le dire un peu méchamment. C'est-à-dire qu'en face, il y a des fascismes, et il s'appelle bien fascisme. Et donc, voilà. Donc, pour moi, il y a toujours cet écologisme de type convivialiste. Pourquoi? Parce qu'il permet de poser à la fois les moyens et les fins. Bien ou mieux vivre, certes, c'est un objectif, c'est une fin.
mais il y a une manière d'y arriver, il y a une manière de vivre qui doit être respectueuse, comme l'a rappelé Yves, des hommes et de la planète. C'est ça le moyen. Il y a une manière de faire. Hein. Fabrice nous le dit, Samuel nous le dit, il y a une façon de faire. On n'est pas juste dans l'idée, on est aussi dans la manière de faire. Ça, c'est très important, parce qu'en face, ils ont des objectifs clairs pour une forme de société, les barbares, ce dont je parlais tout à l'heure. Et quelque part, il y a un moment donné où les écologistes vont devoir fixer des objectifs clairs à la société. Ils vont devoir dire quel type de société et qu'est-ce que la société doit faire pour être respectueuse des hommes et de la planète. Et là, il faut de la prospective, il faut de l'évaluation collective. Fabrice l'a rappelé, on n'est pas juste dans de l'ingénierie sociale, c'est pas possible, hein, ce que fait en effet la métropole lyonnaise, et c'est pas un problème, c'est bien qu'elle le fasse, mais ça ne suffit pas, c'est pas de l'écologisme. Dernier point, et ce sera le mien principal, barbarie et extrême droite, évidemment. Hein, toute notre discussion, elle a lieu dans quoi? Elle a lieu dans le fait qu'il y a des barbares. Ils sont du côté de l'hubris, très nettement, très clairement, et il faut le dire et le répéter, c'est-à-dire ils sont du côté de la démesure, ils sont du côté de l'ébriété, ils sont du côté de l'impossibilité, de l'absurde. Fabrice l'a rappelé, Samuel le redit encore plus explicitement, on ne peut pas vivre sur une planète où tout le monde peut avoir tout ce qu'il veut avoir. Ça n'existe pas, ça ne fonctionnera jamais. Et donc, ils sont du côté du déraisonnable. Finalement, ils sont dans l'absurde. Et à un moment donné, il va falloir dire que ces barbares nous emmènent dans l'absurdité de la destruction complète. Et il faut le dire avec des mots un peu plus forts que ce que l'on fait généralement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut dire qu'il y a une alliance de plus en plus claire, de plus en plus nette, de plus en plus, je dirais, objective entre un libéralisme économique de plus en plus échevelé, de plus en plus fou, et des autoritarismes politiques. Et ça aussi, c'est les nouveaux barbares. Les nouveaux barbares, c'est des mecs qui ont des grosses montres avec un SUV, un 4x4 énorme, qui foncent dans le mur et qui nous entraînent avec eux, et qui disent « Vive Jordan Bardella sur TikTok ». Il faut le dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une alliance objective. Contre quoi? Contre une autre vision du monde. Samuel Sauvage en a parlé rapidement, celle que l'Obsoco nous donne à voir avec ses 3 utopies. Je redonne juste les chiffres. L'utopie écologique, c'est 51% des gens. Nous sommes majoritaires. Et oui, ça n'arrive pas souvent, mais là, dans l'utopie, dans la vision du monde, nous sommes majoritaires. 51% des gens. Deuxième utopie, la technolibérale, celle de Macron. 10% des gens. Macron est ultra minoritaire en sociologie. Dans la tête des gens, il est ultra minoritaire, 10%. Et il y a une troisième utopie, c'est un peu plus que ce que Samuel disait, identitaire et sécuritaire, 39%. C'est celle dont on parle. C'est la barbarie qui monte parce que le sécuritaire et l'identitaire montent, et donc ils sont à pratiquement 40%. L'écologiste est encore à 50%. Nous sommes pour le moment majoritaires, mais si nous ne nous battons pas, on va finir par ne plus l'être, même en termes d'idéal. Et donc, pour moi, la conclusion de tout ça, si je devais reprendre des mots, je pourrais reprendre le terme là de ce qui est dit, comment il va falloir trouver des ressources et pas seulement des armes. L'écologisme aujourd'hui, ou l'écologie, c'est quelque part la manière de créer, et j'aime beaucoup la façon dont on est rentré dans le sujet aujourd'hui, hein, sortir de la consommation tentatoire, des attitudes collectives, bref, des manières de vivre, des styles de vie qui deviendraient des manières de vivre par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, normalisées, ou en tout cas qui pourraient devenir des normes, qui permettraient de nous libérer de toutes ces dominations techniques, je dirais esthétiques, intellectuelles, psychologiques, etc., qui aujourd'hui nous enserrent dans un système qui est, il faut le rappeler, absurde parce qu'il n'a pas de possibilité de déboucher sur autre chose que la destruction de tous et de tout. Je vous remercie. Grand merci Erwan et bravo pour l'exercice de concision. Fabrice, tu voulais rajouter un mot? Non, merci Erwan. Merci à toi. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Samuel. Merci Samuel. Merci. C'était vraiment très complémentaire et vraiment très pédagogique, je dirais, parce que ça donne envie d'aller plus loin. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous, puisqu'on en a un petit peu parlé de la dimension européenne. Je vous donne rendez-vous le samedi 25 mai à 10h30. Nous reprendrons donc le 6e et dernier épisode de notre série avant de publier le numéro de la revue Propos qui sera consacré à nos échanges. Et donc, samedi 25 mai à 10h30 sur la question de l'extrême droite et l'Union européenne. Autant dire qu'il y a quelques sujets. Nous serons à un mois des élections, même pas, pardon, à 15 jours des élections européennes.
Merci beaucoup à toutes et tous. Je me réjouis de voir que notre cercle de participants s'élargit grandement au-delà de nos cercles militants à proprement parler. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ce matin. Et je vous dis donc à très vite. Rendez-vous sur le site internet de l'Institut Cité écologique où vous trouverez toutes les vidéos.